Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. En ce dernier jour de la semaine, nous recevons le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. Bonjour. Bonjour. Merci Monsieur le Ministre d'être avec nous. Vous imaginez évidemment que nous avons beaucoup de questions à vous poser, qu'il s'agira de fiscalité en grande partie ce matin. Bonjour Christophe Bordet de Sud Radio et bonjour Michael Zamès de Public Sénat qui bonjour sont à tous. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger. Christian Eckert, Panama Papers, toujours deux dirigeants de premier plan sont dans la tempête. David Cameron, le Premier ministre britannique, est empêtré. Le président argentin Mauricio Macri est inquiété par la justice de son pays. Y a-t-il des nouvelles surprises? Est-ce qu'il y a des choses à attendre que le grand public ne connaît pas à ce stade? Et avez-vous vous-même été surpris par l'ampleur de cette affaire? L'ampleur au niveau mondial peut effectivement surprendre. En ce qui nous concerne, la plupart des informations concernant la France qui ont été publiées jusqu'alors concernent la plupart du temps des situations individuelles que nous connaissions déjà, du moins que nos services connaissaient déjà, d'ailleurs parfois que la justice pas de surprise nouvelle à attendre, pas de révélation, pas attendre. Des choses que vous connaissez. Nous n'avons pas les informations des journalistes. Les journalistes ont clairement indiqué qu'ils ne nous fourniraient pas les informations de façon complète, exhaustive et matérielle. Donc, je le regrette pas été d'ailleurs un acheté, peu. Vous le regrettez? Je le regrette un peu, mais c'est un débat. Vous leur avez demandé, ils ont dit non, point final. Écoutez, c'est une situation un peu bizarre, puisqu'on demande toujours aux services fiscaux, aux hommes politiques, de jouer la transparence. La transparence complète, c'est peut-être aussi d'apporter les informations. Mais ceci dit, moi je respecte le travail qui a été fait, qui est un travail utile, parce qu'il permet bien sûr une prise de conscience pour ceux qui n'en auraient pas conscience, et puis de nous appuyer sur des faits pour pouvoir faire progresser les choses au niveau international. C'est d'ailleurs ce que nous faisons depuis longtemps, mais ce que nous pouvons faire un peu plus facilement avec les mois, si j'ose dire, que suscite cette opération. Christophe Bordet. Alors dites-moi, Christian Eckert, puisque justement on parle de ça, il y a 3-4 jours, vous avez déclaré « Toutes les informations que nous apprenons seront exploitées ». Quels ordres vous avez donnés à vos services? Quel est le travail qui est en train d'être accompli au moment où on se parle? Aucune consigne particulière. Les consignes sont toujours les mêmes. Les services fiscaux se saisissent de toutes les informations dont ils disposent, font des enquêtes, font des redressements. Vous avez échappé qu'il y a eu l'année dernière plus de 21 milliards on va en parler. De droits qui ont été redressés suite à des contrôles fiscaux. Et il est bien évident que tout ce qui peut être source d'information, indication pour pouvoir retrouver des gens qui veulent échapper au fisc sont exploités. Elles le sont, elles le seront, quels que soient les auteurs, qu'il s'agisse de personnalités connues, de personnalités moins connues du grand public, qu'il s'agisse de personnalités privées ou d'entreprises. Le service travaille selon leurs critères, leurs usages. Et s'ils ont plus de matière à utiliser, j'ose imaginer ou espérer que les comportements vont changer. Christian Eckert, pouvez-vous nous dire ce Zamès matin dans quel délai le Panama sera-t-il mis sur la liste noire? À nouveau. Quelques jours. Il y a Quelques jours. Une petite phase administrative qui est à faire. Mais le Panama a été extrait, si j'ose dire, de la liste noire française. Fin 2011. Fin 2011, avec une mise en vigueur au 1er janvier 2012. Donc, c'est important de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut être sur la liste noire. Soit on n'a pas de convention avec le pays, auquel cas on est donc de convention fiscale. De convention fiscale, soit il y a une convention dont on mesure qu'elle n'est pas appliquée. Il n'y avait pas de convention avec le Panama. Lorsque le Panama a signé une convention, c'était donc fin 2011, nos prédécesseurs ont décidé de les extraire de la liste noire. Je ne suis pas sûr que nous aurions eu une attitude différente. Une fois que cette convention a été signée, après que les premières demandes d'information aient été envoyées par la France à nos homologues panaméens, nous nous sommes rendus compte que ceci ne fonctionnait pas. C'est-à-dire, nous ne recevions pas de réponse, ou alors des réponses complètement insuffisantes qui ne nous permettaient pas de poursuivre nos investigations. Et c'est pour ça que, dès la fin de l'année dernière,
décembre de l'année dernière, nous avons fait savoir au Panama, Michel Sapin l'a fait publiquement, que faute de progrès dans la mise en œuvre de la Convention, il était envisagé de les réinscrire. Ça leur a été rappelé au mois de février dernier, Mais alors, directement. Christian Et Eckert, maintenant que l'on vérifie que cette Convention n'est pas appliquée par nos homologues, en gros, ils ont signé une Convention pour être sortis de la liste, mais ils ne l'appliquent pas, ils sont remis sur la liste. il y avait déjà beaucoup de dossiers avec le Panama qui étaient en cours, là? Oui, vous savez qu'on a un service de régularisation de ceux que certains appellent les repentis fiscaux qui viennent se déclarer en disant j'ai un compte à l'étranger, je me mets en règle, je le déclare, parce qu'on a le droit d'avoir un compte à l'étranger. Hein. Il suffit simplement, si j'ose dire, de le déclarer pour que ça rentre dans l'assiette imposable. Et donc, sur les 2 dernières années, 2014-2015, dans ce service de régularisation où on impose et où on met les pénalités, nous avons plus de 700, autour de 750 dossiers qui, de près ou de loin, étaient touchés par le Panama, c'est-à-dire avec des sociétés qui... parfois, il y a des sociétés en cascade qui avaient transité par le Panama. Et ces sociétés représentaient, enfin ces affaires, plus de 700 affaires, représentaient plus de 4 milliards d'avoirs, et ont donné lieu à des paiements d'impôts et de pénalités, redressements fiscaux. Donc déjà 700 dossiers, il n'y a pas Oui. besoin de jouer les vierges effarouchées, on savait ce qui se passait. Mais vous savez, au total, il y a 45 000 dossiers qui sont traités. Pourquoi attendre les révélations du Monde et des autres journaux pour dire finalement on va les remettre sur la liste noire? Écoutez, parce qu'on n'est pas toutes les semaines à modifier la liste des paradis. Oui, mais si vous saviez tout cela... La liste des États et territoires non coopératifs. Vous savez, il y en avait 700 qui avaient transité par le Panama, beaucoup concernaient des comptes bancaires avec la Suisse, et toutes ces affaires, et c'est l'essentiel, progressent au niveau international. Je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier 2017, le secret bancaire s'est terminé en Europe, c'est terminé en Suisse. Je vous rappelle qu'il y a un engagement de plus d'une centaine de pays à la suite des accords de Berlin de fin 2014, de passer aux échanges automatiques d'informations, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de convention, ce sera systématique. Aujourd'hui, parfois, il y a des réponses, comme je vous le disais, qui ne nous parviennent pas. À partir de 2017 ou au plus tard 2018, pour certains pays qui ont demandé une année supplémentaire, il y aura un échange automatique d'informations. Donc, ces choses-là progressent, elles sont insupportables, elles sont intolérables. Les gendarmes des banques demandent à toutes les banques, évidemment, de faire la lumière sur les activités dans les paradis fiscaux. On a beaucoup cité la Société Générale depuis quelques jours. Finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Société Générale est un acteur en termes d'intermédiaire, si j'ai bien lu les informations qui nous sont parvenues. Les banques françaises et leurs filiales, y compris à l'étranger, sont contrôlées par une autorité indépendante qui s'appelle l'ACPR. Cette autorité fait des contrôles. Elle a publié récemment le nombre de ces contrôles sur place, c'est-à-dire lorsqu'elle envoie des agents vérifier ce qui se passe. D'ailleurs, hier, elle a demandé que la lumière soit faite au niveau de toutes les banques et de leurs activités dans les paradis fiscaux. Mais la CPR est, si j'ose dire, un bras, s'appuie sur la Banque de France. Il est bien évident que nous avons eu des contacts pour rappeler à la CPR que son rôle consiste non seulement à vérifier que la réglementation bancaire est bien appliquée, mais aussi à nous aider dans la lutte contre le blanchiment. Les écologistes, hier, demandaient une commission d'enquête sur cette affaire. Est-ce qu'effectivement, il faut mettre en place une commission d'enquête, à votre avis? Et ça, c'est le rôle du Parlement. Moi, je n'ai pas... Mais c'est votre souhait ou pas? Écoutez, moi, je n'ai rien à craindre, si je veux dire, d'une commission d'enquête. J'ai été parlementaire. Il est normal que le Parlement puisse avoir toutes les informations, s'assurer que l'administration a fonctionné de façon conforme à la loi. Le patron des communistes demande à l'État de prendre ses responsabilités sur la Société Générale. Est-ce que l'État pourrait se retourner contre Frédéric Oudéa et contre la Société Générale ? Je vous ai dit que la CPR contrôlait toutes les banques, y compris bien sûr la Société Générale, y compris les filiales de la Société Générale, y compris au Luxembourg, puisque c'est le cas qui est pointé dans ce que nous avons lu dans la presse. Et je peux vous dire que ensuite, il y a une commission des sanctions, il y a, on ne peut pas en dire plus parce que c'est une autorité qui travaille de façon indépendante. Il y a d'ailleurs déjà eu des banques qui ont été sanctionnées pour des comportements. Je vous rappelle donc vous pourriez ouvrir la porte à des sanctions vis-à-vis de la Société Générale. On entend bien c'est pour l'instant à la CPR de faire son travail d'instruction, si j'ose dire,
et ce travail est en cours. Il y a ensuite des procédures avec une commission des sanctions. Il y a une procédure contradictoire, d'ailleurs, ce qui est la règle et l'usage de notre pays. Chacun a le droit aussi de se défendre. Il y aura des échanges, il y en a probablement déjà eu, entre la CPR et la société. Christian Eckert, on parlait du Panama. On s'aperçoit que le Parlement a adopté en février une convention fiscale avec Singapour qui favorise 600 entreprises françaises sur place. Singapour reste un paradis fiscal. Est-ce qu'on ne va pas être dans la même problématique? Est-ce qu'on n'est pas dans la même problématique? Attendez, il faut pas mélanger... Non, mais c'est pour ça qu'on vous demande. Singapour, Panama, je vais vous répondre. Être un paradis fiscal, c'est quoi? C'est avoir une fiscalité privilégiée. Il y a des pays qui ont des fiscalités plus favorables que d'autres sur différents points. Parfois, c'est les droits de succession, parfois, c'est l'impôt sur les sociétés, parfois, c'est l'impôt sur le revenu. Je donne un exemple que je connais un peu. L'impôt sur le revenu en Belgique est plus lourd qu'en France. Vous avez un certain nombre de Belges qui viennent mettre une boîte aux lettres en France pour payer moins d'impôt sur le revenu. Ça arrive, moi j'habite pas très loin de la frontière belge. Est-ce que pour autant la France est considérée comme un paradis fiscal sur donc l'impôt sur le revenu? Singapour, il n'y a pas de problème. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit Singapour a une fiscalité plus favorable sur un certain nombre d'aspects. La convention fiscale règle les questions de double imposition. La question avec Singapour, nous avons une convention fiscale, elle existe, elle fonctionne. Selon les informations que j'ai, et bien entendu, vous imaginez que ces jours-ci, nous avons regardé les choses de plus près, nous avons demandé à l'administration de nous donner des chiffres. Les délais de traitement et de réponse de Singapour par rapport à la France ont été très nettement diminués. Ils étaient de 3 mois, ils sont passés à 50 jours. Nous avons pour l'instant des réponses sur Singapour. D'ailleurs, un certain nombre d'affaires bien connues ont montré que Singapour avait, sur ce point, joué le jeu de la transmission des informations. Singapour s'est engagé, pardon, c'est important, oui. Singapour s'est engagé aussi, comme la centaine de pays que j'évoquais tout à l'heure, à mettre en œuvre l'échange automatique d'informations. Je crois que pour eux, c'est prévu pour 2018. Dernière question sur ce point. Combien l'État, si vous pouvez être assez précis, peut-il espérer de recettes fiscales après ces scandales du Panama? Je ne peux pas être plus précis que ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des affaires, pour l'instant, celles que nous avons lues dans la presse, qui sont évoquées, sont déjà en cours de traitement par notre administration, parce qu'il y a d'autres sources. Plusieurs milliards supplémentaires, je ne sais pas, mais à coup sûr, ce qui est important, c'est que ça permet à l'ensemble de la communauté internationale. Hier, nous avions rencontré Wolfgang Schäuble à l'occasion du Conseil des ministres franco-allemands. Nous avons évoqué cette question. Nous avons décidé plusieurs choses. Premièrement, de nous transmettre les informations de façon systématique. C'est déjà le cas d'ailleurs, mais à propos de cette affaire notamment, si tant est que l'Allemagne en est plus que nous, ce qui pour l'instant, semble-t-il, n'est pas le cas. Deuxièmement, de pousser à Washington et d'ici, je crois, une semaine ou deux aux Pays-Bas, dans une réunion européenne, l'idée de la transparence améliorée, de la transparence publique accélérée. France et Allemagne sont d'accord, par exemple, sur ce point. Et enfin, j'espère que certains fraudeurs vont prendre un peu peur et vont venir se régulariser. Christian Eckert, on passe à la politique intérieure française. Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec vos collègues du gouvernement? Est-ce que vous les avez sentis de plus en plus fans de Macron? Est-ce qu'il y a une macronite qui est en train de contaminer le gouvernement? Le gouvernement, il faut être très clair sur ce point. Le gouvernement est un gouvernement qui travaille dans une situation, dans un environnement difficile, un environnement international avec des conflits graves, larvés. Un environnement un gouvernement qui travaille. Est-ce le rôle d'un ministre aujourd'hui de lancer un mouvement politique alors que c'est un ministre qui travaille lui aussi? Moi, je n'ai pas. Enfin, normalement, il travaille. Je n'ai pas de jugement à porter sur ce que peut faire tel ou tel de mes collègues. C'est le président de la République qui évalue, si j'ose dire, le travail de ses ministres, de ceux qu'il a choisis. Moi, je pense que quand on est dans une situation, par exemple en Europe, la question des migrants, par exemple cette question Panama Papers que vous évoquiez à l'instant, que nous évoquions à l'instant, je crois qu'on a à se concentrer sur le travail que l'on a pour un temps. Personnellement, j'aurais pas pris d'engagement supplémentaire, étant en charge et membre du gouvernement, je n'aurais pas pris d'engagement. Dites-moi, Christian Eckert, En Marche, c'est le nom du mouvement. Est-ce que vous adhérez ou pas? Non, écoutez, moi... Est-ce que vous pourriez adhérer au mouvement d'Emmanuel Macron? Moi, je suis membre du Parti Socialiste et je n'ai pas l'intention de rejoindre d'autres mouvements que celui-là.
Christian Eckert, une question concernant la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. On a mis à jour là-bas une situation alarmante. Un stock de dette de 450 millions, 150 millions d'emprunts toxiques. Olivier Chartier, qui est le président de la commission des finances du Conseil régional, est-ce que vous avez, comme lui, des doutes sérieux sur la sincérité des comptes de cette ex-région? Et Ségolène Royal, qui l'a présidée, est-elle comptable, responsable? Doit-elle s'expliquer? Écoutez, nous avons regardé très près la situation de la région, antérieurement à la fusion. Il y a, je crois, un audit qui a été demandé par la Chambre régionale. Un audit qui a été fait par la nouvelle région. Cet audit est en cours, de façon indépendante et privée, je crois, par un grand cabinet d'audit, attendant d'en voir les résultats. Moi, j'ai vu un certain nombre d'emprunts effectivement toxiques qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, parmi les plus toxiques, hein, pardon de le dire, mais dans les emprunts toxiques, il y a toute une échelle de toxicité. C'est pas d'ailleurs propre à la région Poitou-Charentes. Il y a un travail qui est fait. Vous exonérez Ségolène Royal de toute responsabilité? Laissons travailler ceux qui font l'audit de la région. Moi, je n'ai pas scanné. J'ai regardé quel a été le travail de notre administration, des comptables de la région. Il n'y a pas eu de phénomène qui aurait mérité une réaction de notre administration, en tout cas d'après ce que j'ai vu. Merci Christian Eckert d'avoir été invité de cette matinale d'info. Vous êtes secrétaire d'État au budget, on vous imagine assez occupé en ce moment. Donc merci d'avoir été avec nous ce matin. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse dans un instant. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef des éditions régionales du Point, ainsi qu'André Crétenant, qui dirige l'information de TV5 Monde, notre partenaire TV5 Monde, diffusant les meilleurs moments de cette matinale d'info chaque week-end sur ces 9 antennes. Bonjour messieurs, on démarre avec le Panama Papers. On avait la chance d'avoir le secrétaire d'État au budget sur ce plateau. Surpris par l'ampleur, mais pas par les révélations, nous a dit Christian Eckert il y a quelques secondes. Oui, effectivement, c'est ce qu'il dit. Et c'est vrai d'ailleurs, puisqu'on voit que... Je m'adresse à vous parce que l'ampleur est mondiale. TV5 Monde doit le mesurer. Absolument, effectivement. Bon, évidemment que pour le ministre du Budget, qui en plus est dans toute une opération de récupération de fonds, c'est pas absolument nouveau. En revanche, l'ampleur étonne, et aussi les noms que l'on découvre. Vous voyez le scandale en Angleterre avec Cameron. Donc il y a là toute une série de personnages qui aussi ont un discours sur, évidemment, la moralisation de la vie politique et qui se retrouvent sur cette liste. Et donc, évidemment, ça c'est encore plus dommageable pour la vie politique. Jérôme Cordelier, y a-t-il des surprises à attendre? Est-ce qu'il y aura d'autres noms, d'autres révélations? Qu'est-ce qui se dit? Malheureusement, on ne fait pas partie du consortium journalistique, puisque c'est Le Monde et France Télévisions, hein, en clair. Je dis ça parce que Christian Eckert a eu l'air de dire qu'au fait, tout était connu de ses services. Pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que les révélations sur la France, en tout cas, c'est vrai que l'ampleur mondiale, Cameron, tout ça, c'est important. Mais c'est vrai que pour la France, pour l'instant, on n'a pas d'énormes surprises, à part l'implication peut-être de la Société Générale, quelques noms comme ça, mais sur les têtes d'affiche, voilà pour l'instant. Ce qui est intéressant aussi quand même à relever dans cette affaire, c'est que, puisqu'il y a quand même un discours très tous pourris, entre guillemets, qui prend partout en France actuellement, très alimenté par l'extrême droite, ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des hommes politiques, la quasi-totalité des hommes politiques, pour l'instant, ne sont pas du tout mis en cause par cette affaire. Hein. Il y a quelques noms qui ont été donnés, mais des noms qui étaient déjà très connus, hein, donc qui étaient déjà à la une de l'actualité pour certaines turpitudes. Donc c'est quand même un fait notable, important à signifier sur la France. Les opinions publiques à l'international sont aussi ému qu'en France, oui, André Crétenant. Oui, mais je pense que ça pose aussi la question du rôle des banques, le rôle des fiduciaires, le rôle des avocats. Parce qu'au fond, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que... le rôle des avocats, il peut pointer, alors qu'effectivement, il est très important. Vous savez qu'en Suisse, notamment à Genève, le rôle des avocats, évidemment, est mis en lumière. Beaucoup de cabinets d'avocats ont été fondés là-dessus. Ils disent que c'est légal, ce qu'ils ont fait est légal. Alors, est-ce que c'est moral? C'est une autre question. Mais souvent, ils disent on a simplement utilisé des instruments financiers qui existent. C'est aussi la position de la Société Générale et de la plupart des banques. On a simplement mis à disposition des outils. Mais je vous rappelle que, par exemple, les banques suisses qui ont fait pas mal d'optimisation fiscale aux États-Unis ont eu pas mal d'ennuis. Donc je ne sais pas si cette défense-là va tenir longtemps, c'est-à-dire de dire, voilà, on a juste mis à disposition des clients des outils financiers. Je pense qu'ils vont quand même être rattrapés à un moment donné. Jérôme Cordelier, jusqu'où peut marcher Emmanuel Macron? Pour l'instant, moi je trouve qu'il court plutôt.
En tout cas, il se met en marche, ça c'est sûr. C'était attendu, quand même, faut être clair. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est plutôt bienvenue, si on peut dire, puisque de toute façon, c'est très bien de clarifier les choses. Et puis, on voit bien qu'en germe, il faut changer la politique, il faut faire des transgressions, puisque les partis sont de plus en plus discrédités et la parole publique a du mal de plus en plus à prendre dans l'opinion. Donc, c'est plutôt pas mal que les individualités s'expriment à partir du moment où ils ont quelque chose à apporter au débat public et une vision de la France, quoi. C'est pas un effet establishment, l'effet Macron. Est-ce que ça prend en région? Vous dirigez les éditions régionales du Point. Et oui, je pense qu'il est un peu tôt pour le savoir, mais comme je vous remercie de le rappeler, c'est vrai que moi je circule beaucoup et qu'actuellement, c'est pour ça que dans le Point de cette semaine, on a fait une petite infographie assez amusante qui s'appelle le Furet Macron. C'est vrai qu'actuellement, dès qu'on va en France quelque part, on parle de Macron. Alors on va à Bordeaux, on attend Macron, on va à Marseille, on attend Macron. À Lyon, on était à Lyon l'autre jour, on disait on espère bien que Macron va venir pour prendre la succession. Et à Amiens avant-hier. Et à Boulogne-sur-Mer, on veut, enfin voilà. Donc il y a en tout cas, il y a un espèce de, j'allais presque dire en amusant, c'est une plaisanterie, mais un désir d'avenir peut-être. Est-ce qu'il y a une macronite aiguë à l'international? Il y a un intérêt aussi, évidemment, qui n'est pas aussi important qu'en France, mais malgré tout, oui. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a ce besoin d'homme providentiel. Et peut-être aussi, alors Macron est en marche, la question c'est aussi en marche vers où, évidemment. Mais on peut faire un parallèle aussi avec ce qui se passe du côté de la place de la République, avec ce mouvement d'indignés. Enfin, on voit bien qu'en ce qui concerne la politique, où il y a tellement de défiance aujourd'hui, il y a d'un côté cette société civile qui est en train de se chercher des noms, de s'organiser. Alors du côté de la place de la République, c'est beaucoup plus flou, il n'y a pas véritablement de leader, on ne sait pas très bien ce que ce mouvement va devenir. Et puis de l'autre, dans le côté, je dirais, plus politique, c'est vrai que Macron choisit une voie plus institutionnelle, mais il joue un peu sur cette ambiguïté. Je suis à la fois dans la politique, je ne suis pas vraiment, je n'ai pas été élu, je viens plutôt du monde de l'économie, mais je m'intéresse à la politique, etc. Et donc, il se positionne comme peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, pourra apporter du nouveau dans la vie politique. C'est vrai qu'en France, on voit qu'il y a quand même un peu de manière éparse des initiatives qui sont prises, de manière souvent un peu locale, régionale, mais il y a aussi l'initiative Jean-Christophe Fromentin, par exemple, qui veut fédérer 577 candidats pour les législatives. Il y a beaucoup de choses, Philippe Sorel à Montpellier, enfin, des trucs comme ça qui se passent. Si quelqu'un, parce que on parle de l'homme présidentiel, et c'est vrai que la présidentielle reste quand même une compétition d'hommes, donc si quelqu'un arrive à cristalliser ces initiatives éparses, il peut effectivement faire la différence à la présidentielle. On termine par les primaires aux États-Unis. Les élections primaires à New York arrivent, elles seront déterminantes. Bernie Sanders peut changer le monde selon Jean-Luc Mélenchon. Et le Panama Papers s'est invité dans la campagne américaine puisque Bernie Sanders reproche à Hillary Clinton d'avoir soutenu l'accord de libre-échange avec le Panama, André Crête-Nan. Oui, peut-être qu'on est dans un tournant, on ne sait pas, évidemment. Je pense que d'une certaine manière... Ça n'a pas l'air joué, en tout cas. On espère. Je pense que c'est plutôt l'Europe qui espère effectivement qu'il va y avoir un changement et que Trump, ne sera pas véritablement le candidat des Républicains. Mais je pense qu'on se trompe. Je pense qu'effectivement, ça va être très, très difficile d'arrêter la locomotive Trump. Cela dit, vous mentionnez les États-Unis. Vous remarquez d'ailleurs que dans les Panama Papers, vous n'avez pas d'Américains. Enfin, les États-Unis, de manière assez curieuse, échappent à cette enquête mondiale. Pour l'instant. Voilà. Bon. On passe aux unes. Il y en a deux pour le Point cette semaine. Le Nouvel Iran d'abord. Oui, avec des photos d'ailleurs. Le grand écart. C'est formidable. Celle de couverture est belle, mais à l'intérieur aussi. Nous avons la chance dans la rédaction du Point d'avoir un journaliste d'origine iranienne qui s'appelle Armin Arifi et qui n'était pas retourné en Iran depuis 9 ans et donc qui est retourné et qui fait des reportages sur la société iranienne, pas tellement sur la politique, mais sur la société iranienne, c'est vraiment passionnant. Le décalage entre les jeunes et les establishments politiques. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on est en train de voir une société qui s'ouvre, qui éclate, et qui est en train et vraiment le dossier, je vous le recommande parce que c'est passionnant à lire. TV5 Monde, on peut le recevoir en Iran maintenant. Est-ce qu'il y a une forme d'ouverture de ce pays aussi aux médias étrangers? En tout cas, on peut le recevoir de manière directe si on a une antenne parabolique, etc. Voilà, c'est pas toujours. On le fait de manière souvent un peu discrète, évidemment, mais il y a évidemment la possibilité de le recevoir de manière directe. Donc l'information de l'extérieur pénètre en Iran maintenant. Bien sûr, oui, de plus en plus, bien sûr, oui.
Saint-Maur, la deuxième Ah oui, voilà, du c'est pour point. ça que je qui est disais une- le grand une écart, nous locale. allons l'Iran, et puis nous avons aussi une édition locale, donc sur Saint-Maur. Vous savez, Saint-Maur est une ville très importante. C'est quoi dans les le- tribus? Ah oui, les tribus, parce qu'on s'amuse toujours à faire des portraits de gens comme ça. Et notamment, je vous recommande le papier sur les Portugais du Lusitanios. Je sais que vous êtes amateur de sport. Merci. Et donc, le football des Lusitanios, c'est un club de football très important Merci. en région parisienne. Jérôme Cordelier, merci André Quatennant de TV5 Monde. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale d'infos depuis la région Provence-Alpes, Côte d'Azur, avec comme invité spécial Christian Estrosi pendant 1 heure et à 7h30. À lundi matin. Merci à tous et bon week-end.